Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Consulte. Aujourd'hui, on parle d'un sujet encore trop peu connu et pourtant il touche des milliers de personnes en Belgique. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, en raccourci les MICI, maladies de Crohn, rectocolite hémorragique. Derrière ces mots parfois compliqués, il y a surtout une réalité. Des patients qui vivent avec une maladie invisible, chronique et souvent incomprise. Mais la bonne nouvelle, c'est que la prise en charge évolue, les traitements avancent, le suivi devient aussi plus précis et personnalisé. Pour nous aider à mieux comprendre ces maladies, nous recevons aujourd'hui Lucie Monin, coordinatrice de projet MICI au sein du service de gastro-entérologie du CHU de Liège, accompagnée du professeur Édouard Louis, chef de ce même service au CHU de Liège également. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des MICI. Alors quand on entend maladie inflammatoire de l'intestin, on a souvent une idée un peu réductrice, on pense à des problèmes gastriques, mais rappelez-nous, professeur, de quoi il s'agit quand on parle de MICI? Ce sont des affections qui sont caractérisées par une inflammation chronique de différentes parties du tube digestif, surtout le gros intestin et le petit intestin, plus que l'estomac qui est en fait rarement atteint. Mais de façon un peu imagée pour les patients, ce que ça veut dire, c'est comme s'ils avaient une gastro-entérite ou une entérocolite infectieuse, mais qui ne guérit pas, qui dure dans le temps. Ok, et d'un point de vue épidémiologique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de cas maintenant qu'auparavant, Lucie ? Oui, il y a plus de cas maintenant. En fait, l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, a fort augmenté après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'est stabilisé un petit peu dans la population adulte. Mais en fait, le nombre de nouveaux cas, donc cette incidence, a continué à augmenter chez les jeunes enfants et les adolescents. Et comme ce sont des maladies chroniques, donc on n'en meurt pas, ça veut dire qu'au total, dans la population, il y a de plus en plus de nouveaux cas. Et pourquoi ces maladies concernent davantage des jeunes adultes ou des enfants, comme vous venez de le dire ? Je vous laisse répondre. C'est parce que, en fait, contrairement à pas mal de maladies dans lesquelles ce qui conduit à la maladie, c'est le vieillissement des tissus qui les rend plus vulnérables à toute une série de stress physiologiques ou autres. Dans les maladies inflammatoires de l'intestin, c'est un système immunitaire trop actif qui est à la manœuvre. Or, dans la jeunesse, le système immunitaire est particulièrement actif, particulièrement réactif et capable de générer une réponse. Et donc, ce qui caractérise ces maladies, c'est que ce système immunitaire, il réagit trop ou à côté de la cible, en fait. Mais donc, le fait que ce soit basé sur une hyperactivité du système immunitaire explique probablement en partie pourquoi elles apparaissent chez des gens relativement jeunes. Et est-ce qu'il y a un facteur génétique héréditaire ? Oui, il y a de la génétique, mais contrairement à l'image qu'on a parfois des maladies génétiques qui se transmettent de façon verticale des parents aux enfants, on a affaire à une génétique qu'on appelle complexe et qui repose sur un grand nombre de gènes déterminants, en fait. Et ce qui se passe chez les patients qui sont atteints, c'est qu'ils ont une combinaison à risque, une combinaison malchanceuse qui englobe un grand nombre de variants génétiques. Et donc, on retrouve des cas comme ça familiaux, mais on a aussi beaucoup de patients qui n'ont personne dans la famille qui sont atteints. Et on a assez rarement, en fait, des transmissions verticales. C'est souvent une question que les patients nous posent, mais docteur, moi j'ai une maladie de Crohn, mes enfants, est-ce que je dois faire attention ? Le risque pour des enfants est très faible, il est inférieur à 5%. Ok. Donc c'est une malchance, finalement. Et c'est important de le souligner parce qu'en fait, comme on a dit que ça touchait des adultes jeunes, ça veut dire que ça va toucher des femmes qui sont en âge de procréer. Et donc, c'est vraiment une question qu'elles ont aussi. Et parfois, ça peut être un frein si on n'a pas les bonnes connaissances par rapport à ça. Ça peut être un frein à un désir de grossesse, par exemple. Et on entend beaucoup parler de la maladie de Crohn, on entend un peu moins parler de l'autre maladie qui est la rectocolite hémorragique. C'est quoi la différence entre les deux ? Le nom est plus difficile à prononcer pour la deuxième, donc on en parle moins. Mais en fait, il y a une particularité intéressante, c'est qu'en fait, dans nos régions, comme dans le nord de la France par exemple, la maladie de Crohn est plus abondante que la rectocolite hémorragique. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres régions d'Europe. Au Royaume-Uni, en Scandinavie ou aux États-Unis, il y a plus de rectocolite en fait. Donc déjà, la maladie de Crohn est plus fréquente chez nous, donc on en parle un peu plus pour ça. Et puis le nom, je pense, est plus facile à retenir, marque plus les esprits. Mais c'est deux maladies assez proches qui ont beaucoup de points communs en fait. Et est-ce que le diagnostic est parfois long à poser ou pas du tout, Lucie ? Oui, le diagnostic est parfois long, surtout dans la maladie de Crohn, parce qu'on va dire que c'est pas des symptômes très spécifiques. Ça veut dire que c'est des patients qui vont avoir des douleurs abdominales, des diarrhées vraiment régulières, comme l'a dit Monsieur Louis, c'est que c'est chronicité, donc en fait c'est comme une gastro qui en effet ne se guérit pas. Donc ça,
ça va pas toujours amener déjà le patient à consulter directement. Donc, il y a parfois un certain temps là-dedans. Tandis que pour la rectocolite, comme il y a des diarrhées qui sont souvent sanglantes, le fait d'avoir du sang dans les selles est quand même un facteur qui fait que le patient va directement vers un médecin. Donc ça, c'est une première chose. Et puis chez les enfants aussi, un enfant qui dit « maman, j'ai mal au ventre » ou je me sens pas bien, parfois, ça arrive souvent. Et donc, on peut parfois laisser ça de côté, ce qui fait qu'il y a une errance diagnostique qui peut être assez longue. C'est la raison pour laquelle on parle de maladies invisibles ? Alors, on parle de maladie. C'est vrai qu'on utilise souvent le terme de handicap invisible parce qu'en fait, les symptômes, ne se voient pas. Je veux dire, c'est des patients qui ont des symptômes parfois très invalidants, que ce soit les diarrhées, que ce soit de la fatigue importante, mais physiquement, ça ne les marque pas spécialement. On a certains patients qui ont fort maigri, alors parfois ça peut se voir un petit peu, mais c'est pas le cas chez tout le monde. Donc contrairement à des patients avec d'autres pathologies où on va dire il y a un impact physique qui fait qu'on voit que la personne est malade, ici c'est pas le cas. Et c'est aussi parce que les patients n'aiment pas en parler. C'est des maladies dont il est difficile de parler, même en famille, a fortiori en public, de dire qu'on a des problèmes intestinaux, des diarrhées. Enfin bon, les patients n'aiment pas beaucoup parler de ça et ça invisibilise aussi la maladie. La maladie, oui. Ça touche une sphère très intime du patient et donc, comme il dit, même avec des proches, c'est parfois difficile d'en parler. Difficile. Mais au-delà de l'impact que ça a à avoir sur la santé physique, ça impacte aussi la vie quotidienne des patients à ce type de maladie. Oui, parce que des symptômes lourd. Comme ceux-là, alors ce qui est très classique, c'est vraiment l'urgence pour aller aux toilettes. Ça, c'est un des symptômes les plus invalidants, plus encore que la diarrhée. Souvent, on parle de la diarrhée et quand on voit nos patients, on leur demande combien de selles ils ont par jour. Mais en fait, ce qui est le plus invalidant pour eux, c'est effectivement, ils font des courses dans un supermarché et brusquement, ils doivent trouver des toilettes. Et ça, c'est vraiment une hantise pour eux. Et c'est quelque chose qui les handicape assez fort et qui les bride dans les activités qu'ils peuvent avoir. Oui, j'imagine un trajet en voiture de plusieurs heures. Par exemple. Compliqué. Mais même au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui doivent changer de travail ou des gens qui sont représentants commerciaux sur la route, c'est plus possible. Donc, ils peuvent à la limite continuer à travailler s'il y a une toilette tout près, par exemple. On comprend donc que les Mickey ne se résument absolument pas à un simple problème digestif. Ce sont des maladies chroniques, parfois invisibles, comme on vient de le dire, mais qui peuvent impacter toute une vie et pendant longtemps. Les patients ont surtout appris à vivre avec les crises. Aujourd'hui, l'âge logique est en train de changer. Pendant longtemps, vivre avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin signifiait surtout apprendre à gérer les crises. Aujourd'hui, l'objectif est beaucoup plus ambitieux, reprendre le contrôle de la maladie avant qu'elle ne contrôle la vie du patient. Alors, professeur Édouard Louis, les traitements ont-ils évolué ? Est-ce qu'on vit mieux avec ce type de maladie à l'heure actuelle ? Très nettement. Donc, en fait, les premiers traitements dits un peu ciblés, c'est-à-dire développés dans le cadre de ces maladies-là, sont apparus à la fin des années 90, début des années 2000. Avant ça, on utilisait des traitements passe-partout, comme les corticoïdes avec beaucoup d'effets secondaires, des traitements immunosuppresseurs assez anciens et peu spécifiques. Et donc, la révolution, ça a été avec les traitements qu'on a appelés des traitements biologiques, des traitements anti-TNF. Ils ne sont pas du tout des traitements bio. Simplement, ça veut dire qu'ils sont produits par des lignées cellulaires. Ils sont pas produits par de la chimie, c'est pour ça qu'on les appelle biologiques. Okay. Donc c'est des anticorps et qui vont cibler des molécules hyper importantes dans ces maladies. Et ça a commencé avec le TNF. Et ça, les anti-TNF, ça a été une vraie révolution. Et puis alors, les découvertes se sont enchaînées. On a aujourd'hui toute une panoplie de traitements dits biologiques, mais pas que. On a aussi des nouvelles molécules chimiques beaucoup plus spécifiques que les anciennes. Et donc cet éventail de traitements aujourd'hui permet de traiter beaucoup plus efficacement, avec une meilleure tolérance et avec des résultats qui sont sur le long terme extrêmement impactants. Est-ce que ces traitements, on ne guérit pas, ce sont des maladies chroniques, mais est-ce qu'on peut stopper tout de même la gravité ? Absolument, et c'est le but d'ailleurs. Donc en fait, le but, il est double, c'est que le patient n'ait plus de symptômes. On a parlé des symptômes de ces maladies. Il faut que le patient n'ait plus de symptômes, ce qui lui permet de vivre un peu plus normalement. Mais il faut aussi que la maladie ne progresse pas. Parce qu'en fait, des lésions peuvent progresser silencieusement et elles dégradent l'intestin. Et ça, au bout d'un certain temps, ça aboutit à la nécessité de faire une chirurgie, une opération ou d'avoir des complications ou des conséquences à long terme de ce dégât qui est provoqué par le temps. Et donc, les traitements, ils ont comme cible l'absence de symptômes et l'absence de progression des lésions. Donc, si ce type de maladie est détecté tôt, c'est mieux, Lucie.
Oui. Plus tôt on les détecte et mieux on vit avec. Oui, exactement. Donc, plus tôt on va traiter la maladie, plus vite on va essayer de ralentir son évolution. Que ce soit avec les traitements thérapeutiques ou, comme l'a dit le professeur, vu qu'on cherche à essayer justement d'augmenter la qualité de vie des patients, on va voir que le patient lui-même a un rôle à jouer dans cette prise en charge aussi. Oui, le patient est toujours actif de sa maladie. On en parle énormément dans tous les épisodes de consulte d'ailleurs. Est-ce que les nouvelles approches permettent d'éviter certaines complications, professeur ? Oui, parce que ces complications sont le résultat d'une inflammation non contrôlée sur le long cours. Et donc ces complications qui amènent à une chirurgie, que ce soit des obstructions intestinales, des abcès, alors des complications aussi en dehors de la sphère digestive, comme une mauvaise qualité osseuse, une fatigue chronique avec des carences. Donc toutes ces choses sont des choses qui peuvent être évitées ou dont la fréquence est diminuée avec un traitement bien conduit. Donc Lucie, ça change complètement la vie du patient. Oui, à l'heure actuelle, oui. Ok. Et où en sommes-nous par rapport à la recherche concernant ce type de maladie? Ça évolue aussi? Oui, il y a une recherche extrêmement active. En fait, c'est des maladies qui passionnent les chercheurs en gastroentérologie, ce qui est bien pour les patients, puisqu'on s'intéresse à leurs maladies. Ce sont des maladies dont les mécanismes sont absolument passionnants et fascinants. Et en fait, quand vous allez aujourd'hui à un congrès européen ou américain de gastroentérologie, il y a énormément de présentations autour des MICI. Énormément. Donc la recherche est très, très active. Et en fait, elle débouche aussi sur des connaissances et des découvertes qui dépassent ces maladies, qui ont trait aux différentes maladies immuno-inflammatoires, qu'elles soient rhumatismales, cutanées et autres, et qui ont trait également à l'état d'équilibre de l'organisme et de l'intestin. J'imagine que les patients concernés ont beaucoup de craintes. Comment est-ce que vous les rassurez? C'est Lucie qui fait ça. Lucie, vous les rassurez. Vous les rassurez comment? On les rassure comment? Déjà, comme on l'a dit, en fait, on a beaucoup développé tout ce qui est éducation thérapeutique du patient, parce que plus le patient va bien connaître sa maladie, mieux il va la gérer au quotidien et moins il va être anxieux par rapport à cette incertitude, par exemple de faire des crises ou comment gérer ses traitements. Donc tout ça va vraiment avoir un impact. Ce qu'il faut, c'est que le patient comprenne ce qui se passe, et alors on arrive vraiment à avoir un patient qui est plus serein, et on sait que plus le patient est serein, mieux la maladie normalement évolue aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une composante de stress qui est importante, et donc ce facteur de gestion du stress est quelque chose qu'on essaie de vraiment mettre en place. Et un des éléments qui reste malgré tout difficile, c'est l'imprévisibilité. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand les patients vont bien, ils ont le souvenir des épisodes où ça allait pas, et ils se disent toujours, est-ce que ça va pas recommencer demain? Et donc ça reste compliqué à gérer pour les patients, mais c'est clair qu'une maladie qui est mieux contrôlée sur le long terme, y compris sur le plan de l'inflammation intestinale, on sait que l'inflammation intestinale précède les symptômes. Et donc, quand on arrive à contrôler la maladie aussi sur le plan de l'inflammation intestinale, eh bien, il y a beaucoup moins de chances d'avoir des mauvaises surprises, d'avoir du jour au lendemain une symptomatologie qui apparaît. C'était surtout le cas à l'époque où on ne s'intéressait que aux symptômes. Les malades étaient un petit peu mieux sur le plan symptomatique, mais l'intestin n'était pas cicatrisé. Et du jour au lendemain, il pouvait rebasculer dans un état de poussée. Donc, le contrôle complet de la maladie permet aussi de diminuer cette imprévisibilité. Alors, on a dit que détecter tôt ce type de maladie, c'est mieux pour pouvoir bénéficier d'une meilleure qualité de vie, puisque le traitement va pouvoir être appliqué plus tôt. Quels sont les signes? Parce que les symptômes ne sont pas des symptômes qui sortent d'un cadre gastro. Quels sont les signes auxquels il faut être attentif? Il y en a pas mal, hein. Donc, en fait... Comme il l'a dit, le patient, il a quand même le souvenir de quand il était en crise. Donc, on va dire que... Une crise, c'est quoi? Une crise, c'est des diarrhées, mais abondantes. Le patient peut aller jusqu'à 15 fois aux toilettes par jour. Souvent, il n'ose plus sortir de chez lui à ce moment-là. Il n'ose plus rien manger. C'est vraiment une grosse gastro avec une fatigue importante qui a des répercussions sur le fait qu'il ne mange plus, donc d'éventuelles carences et tout ça. Donc ça, c'est vraiment la crise. Donc, le patient, en fait, quand
quand il est stable et qu'il a récupéré une vie quasiment normale et une bonne qualité de vie, dès qu'il va avoir cette recrudescence de symptômes, donc des diarrhées un peu plus souvent, plus rapprochées, voire parfois un peu de sang, tout de suite il va prendre contact avec nous en fait. Et donc nous, on va directement enclencher le fait de suivre justement, parce que ça peut arriver, on le verra plus tard dans le suivi, est-ce que ce sont des symptômes fonctionnels qui tout d'un coup surviennent pour une raison ou une autre? Est-ce qu'il y a une infection qui vient s'ajouter à sa pathologie chronique, ou est-ce que c'est la pathologie chronique qui s'est déstabilisée et alors on doit adapter le traitement ou autre? Et quand le diagnostic n'a pas encore été fait, donc quand c'est un patient qui ne sait pas encore qu'il a une maladie de ce type-là, c'est encore un peu plus compliqué, puisqu'en fait, à ce moment-là, le patient a du mal à attribuer ses symptômes à une maladie chronique. Oui, donc il ça. se dit, est-ce que c'est bêtement une gastroentérite? Est-ce que c'est passager? Et puis ça dure, puis ça revient. Donc il commence à s'inquiéter. Le médecin traitant se pose les mêmes questions, se dit, c'est peut-être simplement fonctionnel. Et donc là, il y a des signes d'alarme qui permettent parfois de réagir plus tôt, que sont la perte de poids, une fatigue importante, du sang dans les selles, ou à la prise de sang, qui est quand même assez simple à faire. Le médecin traitant peut rapidement constater des carences qui apparaissent, une anémie, un syndrome inflammatoire. Et là, ça, ce n'est pas possible. Lié. Voilà, ce n'est pas possible que ce soit lié à des troubles fonctionnels. Dès qu'il y a des traces à la prise de sang, il y a autre chose. Vous recommandez de faire une prise de sang chaque année pour contrôler un peu... Chez ces patients-là? Ou même chez tout le monde, non. Non, c'est pas Non. nécessaire. C'est une idée reçue, ça, de faire une C'est-à-dire, prise de il sang faut pas annuelle. trop médicaliser parce que il y a des spirales médicales négatives. Donc, en fait, il faut surtout avoir une vie saine. C'est plus important que de faire une prise de sang de temps en temps, quoi. Tout à fait. Ça, c'est bien vrai. Mais Enfin, nos patients Mickey, on va les suivre quand même. Nos patients Mickey, eux, oui. eux, parce ils font que- une prise de sang. Eux, ils font une prise de sang, plusieurs une fois par analyse an, de en sel général, plusieurs fois parce par an. qu'on doit ouais. surveiller tout ça. Très bien. Mais moi, ce que je retiens de ce deuxième chapitre, c'est que la plus grande évolution, elle est là. On ne parle plus seulement de traiter une maladie, on parle de permettre aux patients de revivre normalement, de travailler, de C'est le voyager, but, ouais. de faire du sport, Ouais. d'avoir des projets aussi, de se Exactement. projeter sur l'avenir. Ouais. Bref, de retrouver une liberté que la maladie leur avait peut-être prise. Les traitements des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ont évolué, mais le suivi des patients aussi a complètement changé parce qu'attendre qu'une crise arrive pour réagir, aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. L'objectif désormais, c'est d'anticiper, de détecter plus tôt, d'agir plus vite et surtout éviter au maximum les examens lourds et invasifs. Alors, professeur Édouard Louis, aujourd'hui, comment surveille-t-on l'évolution d'une Mickey ? Eh bien, on interroge le patient sur ses symptômes. On essaye d'ailleurs que ces questions portent vraiment sur sa vie à lui pour être au plus proche possible de sa vie quotidienne. Et puis, on s'intéresse à son intestin, à l'absence d'inflammation. Alors, le gold standard pour évaluer l'intestin, c'est l'endoscopie. C'est-à-dire que vous utilisez un tuyau, vous allez voir à l'intérieur avec une caméra, ça vous donne une image de l'inflammation. Mais c'est un examen assez lourd. Ça nécessite une sédation la plupart du temps. La préparation est inconfortable, etc. Et donc, aujourd'hui, on essaye de remplacer cela, lorsque c'est possible, par des examens moins invasifs. Et ça peut être une prise de sang, ça peut être des marqueurs dans les selles, et ça peut être aussi de l'imagerie. Et dans l'imagerie, l'échographie est en train réellement d'exploser dans son utilisation pour les Mickey. Et grâce à ça, on arrive à détecter plus vite des rechutes, des inflammations. C'est ça. On arrive en fait même, je dirais, à détecter le degré de profondeur de la rémission qui est atteinte. Et en fait, le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible dans cette rémission. Et avec quelques marqueurs sanguins, un marqueur au niveau des selles et l'échographie, on sait dire si on a atteint cet état. Et on sait que si cet état n'est pas atteint, le risque de rechute est plus élevé et donc on va intensifier le traitement, intensifier le monitoring. Par contre, chez quelqu'un qui a atteint ce niveau de rémission, on sait qu'on peut être relativement rassuré pour une période de nombreux mois en fait. Et puis on va recontrôler ultérieurement. Alors ici, on parle d'une méthode plutôt invasive, mais est-ce qu'il existe des outils moins invasifs pour contrôler les patients, Lucie ? Comme il a expliqué, donc oui, il y a tout d'abord l'analyse de selles est un des moins invasifs aussi. Il suffit simplement de recueillir ces selles, mais c'est parfois inconfortable pour le patient parce que on ne sait pas exactement pour quelle raison, mais c'est vrai qu'on n'a pas une très bonne adhérence à cette technique. Et ici dernièrement, donc il y a l'échographie qui elle permet vraiment de regarder l'évolution et comme l'a dit Monsieur Louis, la profondeur de la rémission.
sans devoir être invasif pour le patient. C'est vraiment comme quand on est enceinte, simplement on regarde. Pas de préparation, pas de tuyaux, rien. Tout est externe. Pas de sédation, tout va bien. Pas de sédation, voilà. Oui. Et l'objectif, c'est d'intervenir avant même l'apparition des symptômes, professeur? Oui. Donc on contrôle vraiment la maladie de sorte que les rechutes, les symptômes ne réapparaissent plus. C'est-à-dire que on va modifier un traitement bien souvent alors que le patient va bien subjectivement, mais parce qu'on a vu qu'au niveau de l'inflammation intestinale, c'était en train de déraper. Et souvent, il y a un décalage de plusieurs mois en fait entre ce dérapage objectivable par ces mesures-là et les symptômes. Et donc, ça nous permet vraiment d'essayer toujours d'avoir la rémission la plus profonde et d'éviter les rechutes. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit expliquer aux patients régulièrement parce que c'est parfois compliqué à comprendre pour lui qu'il doit changer un traitement alors que lui se sent bien parce qu'il a peut-être pas de symptômes actuellement, mais que nous, on voit que ça va pas aller dans le temps, en fait. Donc ça, c'est de nouveau quelque chose qu'on doit lui expliquer et parfois travailler avec pour qu'il accepte et qu'il comprenne vraiment la démarche thérapeutique. Et donc, ce suivi plus précis va permettre justement d'adapter les traitements plus rapidement? Oui, exactement, avant même que les symptômes ressurgissent. Alors, professeur, est-ce qu'on se dirige vers une médecine davantage préventive avec tout ça? Alors, préventive, il faudrait pour ça qu'on arrive à éviter le développement de la maladie. Et ça, on n'y est pas. Pas encore. Parce qu'on ne sait pas encore parfaitement identifier les personnes à risque. On sait que ça dépend d'un terrain génétique, mais de facteurs environnementaux aussi. Donc, c'est pas évident de dire si quelqu'un est à risque dans le futur de développer cette maladie. Et on n'est pas encore non plus complètement sûr des mesures à mettre en œuvre pour prévenir, à part des mesures générales de vie saine, je dirais. Mais au-delà de ça, des mesures plus spécifiques, c'est plus difficile. Par contre, on a effectivement une stratégie qui est réellement préventive lorsque la maladie a été diagnostiquée. C'est-à-dire que pour la prise en charge de nos patients, on est dans une stratégie en permanence préventive, mais qui se développe alors que le diagnostic a été fait, pour éviter les complications et l'aggravation. Préventif de rechute. Je voulais souligner, préventif de rechute. Préventif de rechute, c'est ça. Et vous parlez de facteurs environnementaux extérieurs qui peuvent favoriser ce type de maladie, c'est-à-dire? Alors, on ne les connaît pas parfaitement. L'indice a été donné par des études épidémiologiques qui ont montré clairement un accroissement de ces maladies au fil du temps et particulièrement au cours des 30-40 dernières années. Donc, il doit y avoir quelque chose dans notre environnement qui a changé au cours des 30-40 dernières années. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre environnement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans les pays qu'on dit des pays émergents, aujourd'hui, ces maladies sont en train d'exploser, en fait. Elles étaient très peu fréquentes. Vous prenez en Asie, en Inde, en Amérique du Sud. Il n'y a que l'Afrique qui est encore un petit peu épargnée par ces maladies aujourd'hui, mais probablement aussi parce qu'il y a un sous-diagnostic. Mais dans ces pays-là, ce qu'on voit, c'est que l'occidentalisation du mode de vie, c'est-à-dire de l'alimentation, l'industrialisation, la sédentarité, tout ça conduit à une augmentation de ces maladies. Donc, les facteurs d'environnement, ils sont là-dedans. Et parmi tout ça, il y a certains qui ont été un peu mieux identifiés, notamment les aliments transformés ou ultra-transformés. Oui, ça, c'est une plaie de notre civilisation et de notre époque. Mais que faire alors? On cuisine soi-même? Voilà. On mange bio? Voilà, et ça, Lucie va vous expliquer ce qu'elle fait avec les patients, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est réapprendre à cuisiner. Ok, donc ça fait partie des conseils que vous donnez? Oui, en fait, on essaye vraiment d'apprendre au patient à gérer son style de vie. On l'a dit, les traitements, ici, on est arrivé à un stade où on a des traitements très efficaces pour contrôler les poussées et l'inflammation de la maladie. Mais ce qu'on veut en plus de ça, donc vraiment en complémentarité des traitements thérapeutiques, c'est vraiment que le patient gère son style de vie. Et donc là, on va travailler, en effet, sur l'alimentation, donc lui donner des conseils, lui apprendre en fait les aliments. Alors il n'y a pas d'aliments interdits, mais les aliments qu'il faut peut-être limiter ou en tout cas quel style de vie, quel style d'alimentation il faut manger. Des produits sains, des produits frais, des produits cuisinés, des produits de saison. Donc, on va vraiment, je vais dire, mettre l'accent là-dessus. Mais en plus de l'alimentation, on va aussi parler de la sédentarité. Donc, le fait de pratiquer une activité physique ou en tout cas d'avoir une vie en mouvement et la gestion du stress. C'est vraiment 3 piliers sur lesquels on essaye de travailler.
En tout cas, ce que je retiens, c'est que le suivi des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin devient de plus en plus précis, personnalisé, dans une certaine mesure prédictif. On vient d'en parler. Et donc, derrière tout ça, il y a une vraie transformation de la médecine, une approche plus connectée, plus réactive et plus centrée sur le vécu, en fait, du patient. Parce qu'au-delà des traitements et des examens, vivre avec une Mickey, c'est aussi gérer une maladie au quotidien. Les douleurs, les imprévus, la fatigue, les tabous parfois. Et aujourd'hui, le patient ne veut plus seulement suivre un traitement. Il veut comprendre sa maladie, participer aux décisions et reprendre une forme de contrôle sur sa vie. Alors, question pour vous, Lucie. Aujourd'hui, le patient, est-ce qu'on peut dire qu'il prend une place différente dans les décisions médicales ? Oui, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment dans des décisions médicales partagées. Donc en fait, dans notre prise en charge multidisciplinaire, le patient est vraiment un acteur central de sa maladie. Et donc, il prend part vraiment à toutes les décisions et on tient vraiment compte de son avis aussi. Donc il est vraiment actif de sa maladie. Professeur Édouard Louis, pourquoi l'éducation thérapeutique est-elle devenue aujourd'hui si importante ? Mais justement parce que pour que le patient puisse être un acteur de sa propre santé, il faut qu'il en connaisse quelque chose. Et pas uniquement sur le plan de son vécu subjectif, il faut qu'il connaisse les objectifs, les impératifs, les écueils. Et donc ça lui permet réellement de comprendre la démarche et d'y participer de façon complète et active. Et mieux comprendre sa maladie, c'est pouvoir aussi mieux vivre avec, Lucie. Oui, en effet. En fait, le patient chez qui on diagnostique une maladie chronique, à un certain moment, il a besoin d'une forme de résilience pour pouvoir vivre avec, mais qu'elle ne prenne pas toute la place dans sa vie. Et ici, l'éducation thérapeutique, donc le fait qu'il comprenne mieux sa maladie, va vraiment l'aider dans ce chemin-là aussi, et aussi à découvrir en fait à quels signes il doit faire attention, quand est-ce qu'il doit par exemple soit se présenter aux urgences ou faire appel à son équipe médicale. Si on lui explique pas tout ça, comme l'a dit Monsieur Louis, en fait, la partie subjective et la partie émotionnelle va prendre le dessus à chaque fois qu'il se passe quelque chose et on risque de se retrouver dans des situations qu'il ne gérera plus. Oui. Et est-ce qu'on peut dire, professeur, que ce type de maladies sont moins tabous aujourd'hui ou pas du tout ? Les tabous restent quand même, on la vie dure. Je pense que les tabous ont la vie dure parce que ça reste des symptômes dont il est difficile de parler, qui touchent la vie intime, qui sont des symptômes difficiles à décrire. Néanmoins, comme ces maladies augmentent en fréquence, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît quelqu'un qui a cette maladie. En fait, ce n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. Donc aujourd'hui, on est sensibilisé à ce type de maladie et ça permet aussi d'en parler un peu plus facilement. Et Lucie, il y a des associations de patients. Quel rôle est-ce qu'elles jouent dans l'accompagnement des patients ? Oui, donc en Belgique, il y a 2 associations de patients, donc pour la partie flamande et pour la partie francophone. Et donc ici, donc en Wallonie, en tout cas, il y a l'association Crohn-Rectocolite. En fait, elle a vraiment plusieurs objectifs, cette association-là. D'une part, ça permet aux patients d'avoir une appartenance. Donc, ça veut dire que quand ils contactent cette association-là ou qu'ils vont regarder sur Internet l'association, ils se rendent compte que ils sont pas tout seuls. Donc, ça fait toujours plaisir de savoir que finalement, on n'est pas le seul à devoir gérer cette maladie-là. Ensuite, ils ont aussi vraiment un rôle d'écoute active. Ça veut dire qu'il y a une ligne téléphonique, les patients peuvent se rencontrer, ils font des événements où les patients se rencontrent et où ils échangent aussi entre eux. Ce que nous, on a essayé de mettre en place à notre échelle aussi, parce que le fait de se rencontrer entre patients, de se donner des trucs et astuces, c'est quelque chose d'important. L'association peut le faire vraiment à une plus grande échelle. Et puis, ils ont aussi un rôle, je veux dire, dans tout ce qui est politique. Ils ont déjà essayé d'aller trouver les politiques, pour essayer d'augmenter l'accessibilité aux toilettes. Ils ont d'ailleurs créé un outil qui aide en fait le patient au quotidien, qui est la carte urgence toilette. On a parlé tout à l'heure des besoins impérieux, donc le fait de devoir aller rapidement aux toilettes. Si on est dans un parc d'attractions et qu'il y a 30 minutes de file, ils peuvent sortir leur carte et ils peuvent passer plus facilement pour aller aux toilettes. Donc c'est vraiment, voilà, ils ont un rôle. En fait, je pense que leur objectif, c'est vraiment de faciliter la vie quotidienne des patients. C'est ça. Et
Les réseaux sociaux et Internet, professeur, ils jouent aussi un rôle malheureusement négatif dans la façon dont on va avoir une approche de la maladie. Mais pas que négatif, c'est comme pour tout, les réseaux sociaux, c'est le meilleur et le pire. C'est-à-dire qu'on trouve là-dedans des informations très utiles et je pense que les patients progressent dans leur connaissance de la maladie grâce aussi à tout ça. Il y a des forums d'échange qui jouent un peu le rôle des associations de patients, mais virtuelles, et donc ça peut être intéressant. Mais effectivement, il y a aussi des tas d'informations qui circulent qui sont fausses. Il y a des perceptions qui sont excessives et donc par conséquent, il faut pouvoir être guidé à travers les réseaux sociaux. Et Lucie, quel message souhaiteriez-vous adresser aux personnes récemment diagnostiquées ? Alors le message que moi je veux adresser, c'est un message assez positif. Ça veut dire que j'ai envie de leur dire qu'en fait, ils vont pouvoir mener la vie dont ils rêvent. Ça, c'est vraiment important parce que on sait que c'est difficile et je leur dirai aussi que c'est difficile, que le début va être difficile, que la vie quotidienne va devoir être adaptée, mais qu'en fait, tout est possible. Et donc, ils doivent continuer à avoir des projets, continuer à avancer et qu'aussi, ils ne sont pas tout seuls, que ce soit avec l'association, mais nous, en tant qu'équipe médicale, on est là aussi pour les aider à mener la vie dont ils rêvaient. Ça, c'est un très beau message à faire passer et que les internautes qui nous regardent ou écoutent vont devoir retenir. Et professeur, plus globalement, comment voyez-vous évoluer la prise en charge des MICI dans les prochaines années ? Quel regard vous portez sur l'avenir des traitements ? Je pense qu'il est positif, l'avenir, parce que, comme l'ont été les 15-20 dernières années, on voit que la recherche amène à une meilleure connaissance, à des nouveaux traitements qui offrent des possibilités de plus en plus larges. Et donc, la part de patients qu'on n'arrive pas à contrôler se réduit de plus en plus. Et on en parlait également tout à l'heure, les techniques moins invasives pour suivre les patients, tout ça progresse également. Donc, on va vers une époque, je pense, où l'impact de la maladie sur les patients se minimise en fait. Ça, c'est super encourageant. Merci de conclure sur ces notes positives l'émission d'aujourd'hui. Donc, les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, restent des maladies complexes. Mais ce qui ressort aujourd'hui, c'est à quel point la prise en charge a changé. Les traitements évoluent, avancent, la recherche aussi, le suivi devient plus intelligent et personnalisé. Et surtout, les patients sont mieux accompagnés, mieux écoutés et de moins en moins seuls face à la maladie grâce à des experts tels que vous. Donc, merci beaucoup, professeur Édouard Louis, et merci à vous, Lucie Monin, pour cet échange. Et merci également à vous d'avoir regardé cet épisode de Consulte. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager parce que mieux comprendre ces maladies, c'est aussi aider à briser les tabous qui les entourent encore. À très vite pour un prochain épisode de Consulte.